Je m'appelle Lucien Bernard. J'ai 67 ans, je suis ingénieur en mécanique à la retraite et veuf. Ma femme, Sylvie, nous a quittés il y a 3 ans après une longue maladie. Mathieu est notre fils unique. Ce mariage devait être la première grande fête de famille depuis sa disparition, et je voulais faire les choses bien, pour elle comme pour nous. J'ai appelé Mathieu pour lui confirmer que le virement pour le domaine des vignes était bien passé. Salut, je te préviens juste que le paiement pour le domaine a été validé. Tout est prêt pour samedi. Ah, ouais, merci papa. Sa voix était monocorde, distraite, j'entendais de la musique en fond, le bruit des verres et des rires. Alors, à quelle heure on se retrouve vendredi pour le dîner de la veille? Je pensais venir un peu plus tôt pour vous aider à tout mettre en place si besoin. Il y a eu un silence, puis une autre voix a pris le relais. Une voix suave, assurée, celle d'Élodie, ma belle-fille. Lucien, le dîner de la veille est vraiment réservé aux membres du cortège et à la famille proche de notre côté. On veut garder ça dans l'intimité. J'ai changé le téléphone d'oreille. Mathieu est mon fils. Je suis son père, n'est-ce pas? Bien sûr, mais c'est vraiment structuré autour des participants à la cérémonie, les gens qui défilent, ceux qui se tiennent à l'autel. Tu comprends comment ça se passe? Je ne comprenais pas. C'est moi qui accompagne Mathieu jusqu'à l'autel, ai-je dit lentement. Nouveau silence. J'entendais Mathieu murmurer quelque chose en arrière-plan, d'une voix basse et prudente. En fait, a repris Élodie, nous avons décidé que ce serait l'oncle de Mathieu, le frère de mon beau-père, qui se tiendrait à ses côtés. C'est juste que visuellement, pour les photos, c'est plus équilibré, plus symétrique. La cuisine est devenue soudainement très silencieuse. Sylvie et moi l'avions rénovée ensemble il y a 22 ans. De nouveaux plans de travail, du nouveau carrelage et cette fenêtre au-dessus de l'évier sur laquelle elle avait insisté pour pouvoir regarder le jardin pendant qu'elle cuisinait. J'ai fixé cette fenêtre. Mathieu, ai-je dit, est-ce que c'est vrai? Il a repris l'appareil. Papa, c'est juste que la famille d'Élodie a ses traditions. Ce n'est pas personnel. Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai dit que je les verrais samedi à 14 h. La ligne a coupé. J'ai posé le téléphone à côté de mon carnet de chèques. La confirmation du virement était là, 55 000 €. J'avais payé le domaine, le traiteur, le photographe, les fleurs et l'orchestre. Tout ce qu'ils avaient coché, demandé et modifié pendant 14 mois de préparatifs. Et je l'avais fait sans me plaindre, sans condition, parce que c'est ce que je pensais qu'un père devait faire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis dans le fauteuil de lecture de Sylvie, celui avec le coussin bleu qu'elle avait retapissé elle-même 2 fois parce qu'elle aimait sa forme. J'ai regardé notre photo de mariage sur la cheminée, à la mairie en 1986, 2 témoins et seulement 300 francs en poche. Pas d'orchestre, pas de fleurs, pas de grand domaine, juste une promesse. Nous avons tenu cette promesse à travers mon salaire d'ingénieur et ses gardes d'infirmière, à travers une fausse couche, à travers la maladie de ma mère, à travers l'enfance de Mathieu, à travers tout, jusqu'à cette dernière année où nous l'avons tenu plus fort que jamais. Quelque part en chemin, j'avais fait une autre sorte de promesse à Mathieu, une promesse tacite que je dirais toujours oui, que je serais toujours son filet de sécurité. Il avait appris à compter là-dessus comme on compte sur un mur pour nous soutenir quand on s'appuie dessus. Le lendemain matin, je me suis assis à la table de la cuisine avec mes relevés bancaires étalés devant moi. Je suivais mes finances de près depuis le décès de Sylvie. Un ingénieur retraité avec une pension correcte mais fixe n'a pas le luxe d'être négligent avec les chiffres. Ce que j'ai vu en regardant de plus près m'a glacé le sang. Au cours des 3 années écoulées depuis que Mathieu avait rencontré Élodie, je leur avais donné 92 000 €. J'avais déjà noté ce chiffre une fois dans un carnet que je gardais dans mon bureau, mais le voir étalé sur la table sur des relevés réels, avec des dates réelles et des numéros de compte réels, était une sensation complètement différente. Ce chiffre avait un poids maintenant. 15 000 € pour l'apport de leur appartement quand ils se sont installés ensemble. 8 000 € quand leurs cartes de crédit ont atteint le plafond après les fêtes de fin d'année suivante. 12 000 € pour un projet d'entreprise d'Élodie concernant de la vente en ligne qu'elle a abandonné au bout de 8 mois. 55 000 € pour le mariage. Et des virements plus petits éparpillés entre-temps, 400 € par-ci, 600 € par-là, 1100 € pour ce qu'Élodie appelait une urgence de plomberie, 800 € pour une taxe foncière qu'il avait prétendument prise de court.
Tout cela s'additionnait discrètement pendant que je me répétais que c'était mon rôle de père. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié le compte joint que j'avais ouvert des années plus tôt pour les véritables urgences, celui sur lequel j'avais ajouté Mathieu quand Sylvie était tombée malade pour qu'il puisse m'aider à gérer les choses si j'en avais besoin. Le solde était de 3 247 €. Il aurait dû être d'environ 7 000 €. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. 6 retraits au cours des 5 derniers mois. 5 cents, 3 cents, 1200 cents, 4 cents, 200 €. Aucune explication, aucun message pour demander la permission, juste volatilisé. Je suis resté assis là un moment à regarder l'écran, puis j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé ma banque. Bonjour, c'est Lucien Bernard. Je souhaite retirer 2 personnes de mon compte joint. Après un silence à l'autre bout du fil, la conseillère a répondu, très bien, monsieur Bernard, qui souhaitez-vous retirer? Mon fils et sa future femme. J'ai passé le reste de la matinée au téléphone, à éplucher chaque compte auquel ils avaient accès. Chaque virement automatique que j'avais mis en place au fil des ans pour leur faciliter la vie. J'ai tout clôturé. Quand j'ai eu fini, mes mains étaient plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des mois. Cet après-midi-là, j'ai traversé la ville pour aller dans un café où je n'étais jamais allé, un endroit où je ne risquais de croiser personne, et j'ai commandé un café noir que je n'avais pas vraiment envie de boire. J'avais juste besoin d'être ailleurs que chez moi. J'en étais à la moitié de ma tasse quand mon téléphone a sonné, c'était Mathieu. Papa, qu'est-ce que tu as fait? La banque a appelé Élodie. Je vous ai retiré tous les 2 de mes comptes. Pourquoi tu as fait ça sans même nous en parler d'abord? Parce que je ne suis pas une banque, Mathieu. Je suis ton père. Ce n'est pas juste. On a des frais. L'entreprise d'Élodie démarre à peine et on est à court d'argent en ce moment. Moi aussi. J'ai un prêt immobilier, l'électricité, l'assurance de la voiture, des factures médicales. J'ai une vie à entretenir. Sa voix a changé, devenant plus dure. J'ai reconnu ce ton. Ce n'était pas tout à fait le sien. Tu es mesquin à cause de l'histoire du dîner de la veille. Mesquin, ai-je répété. Le mot me brûlait la bouche comme quelque chose que j'avais envie de recracher. J'ai payé 55 000 € pour ton mariage. Je n'ai pas le droit de me tenir à l'hôtel avec mon propre fils et c'est moi qui suis mesquin. Silence au bout du fil. Je vous ai donné 92 000 € en 3 ans, Mathieu. 92 000 €. C'est plus que ce que j'ai gagné en 2 ans de travail. Et à la seconde où j'arrête, tu me traites de mesquin. Il n'a pas répondu directement. Quand il a repris la parole, sa voix était plus basse, plus froide. Tu vas le regretter. On va gérer ça à notre façon. Il a raccroché. Je suis resté là, le téléphone face contre table, attendant que la peur m'envahisse. Elle n'est pas venue. Ce qui est venu à la place, c'est une sensation que je n'avais pas ressentie depuis bien plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Le soulagement. Un soulagement pur et simple, comme si je venais enfin de poser un fardeau si lourd que j'en avais oublié qu'il n'était pas censé m'appartenir. 3 jours ont passé. Des jours calmes. J'ai travaillé dans le jardin, j'ai réparé une planche de la terrasse arrière qui me dérangeait depuis 2 étés, j'ai réorganisé le garage comme je voulais le faire depuis le décès de Sylvie. Ce dernier jour dans le garage, j'ai trouvé un carton contenant ces affaires que j'avais mis de côté, avec l'intention de l'ouvrir quand je serais prêt. Je n'étais pas sûr de l'être, mais je l'ai ouvert quand même. De vieux manuels d'infirmière, un mug de l'hôpital où elle avait travaillé pendant 19 ans, et sous tout le reste, un carnet à la couverture vert foncé. Je ne l'avais pas revu depuis le début de sa maladie. Je suis resté là dans le garage à le tenir 1 minute avant de l'emporter à l'intérieur. La majeure partie était ce à quoi on pouvait s'attendre. Des notes sur ses journées, de petites observations, des choses pour lesquelles elle était reconnaissante, une frustration occasionnelle à propos du travail. Je n'essayais pas de trouver quoi que ce soit. Je lisais juste pour me sentir à nouveau proche d'elle. Puis, je suis tombé sur une note datant d'il y a environ 4 ans, à peu près 1 an avant son diagnostic. Mathieu a ramené Élodie à la maison pour la première fois ce mois-ci. Elle a interrogé Lucien sur ses comptes d'épargne retraite pendant le dîner ce soir. Première rencontre, et pas de manière curieuse, mais de manière calculatrice. Lui ne l'a pas remarqué, mais moi si. Je ne sais pas quoi en penser. 2 pages plus loin,
Une autre note, Mathieu a l'air heureux. Je ne vais rien dire. Peut-être que je me trompe sur elle. J'espère que je me trompe sur elle. Je suis resté assis à la table de la cuisine avec le journal ouvert devant moi pendant un long moment. Sylvie avait tout vu dès le début. Elle avait vu et n'avait rien dit parce qu'elle ne voulait pas être celle qui se mettrait entre Mathieu et quelqu'un qu'il aimait. C'était sa façon d'être. Elle faisait confiance aux gens pour trouver leur propre chemin vers la vérité, tôt ou tard. J'avais simplement mis plus de temps qu'elle ne l'aurait probablement espéré. Le jeudi matin, on a sonné à la porte. Un homme en costume élégant se tenait sur mon perron avec une mallette en cuir et une enveloppe Kraft. Il a prononcé mon nom, j'ai confirmé. Il m'a tendu l'enveloppe et est reparti vers sa voiture sans un mot de plus. J'ai verrouillé la porte d'entrée, je me suis assis à la table de la cuisine et je l'ai ouverte. Assignation en justice pour rupture abusive de promesse de don. Demandeur, Mathieu Bernard et Élodie Holloway. Défendeur, Lucien Bernard. J'ai dû le lire 3 fois avant que les mots ne fassent vraiment sens. Ils me poursuivaient pour 25 000 €, correspondant aux frais de leur lune de miel, au préjudice moral et à l'abus de confiance. La plainte affirmait que j'avais fait des promesses verbales répétées et spécifiques pour financer leur voyage de noces, qu'ils s'étaient fiés à ces promesses de bonne foi, et que j'avais retiré mon soutien de manière intentionnelle et malveillante. Mon propre fils m'avait fait signifier une poursuite judiciaire. J'ai posé les papiers et j'ai regardé autour de moi dans cette cuisine, la fenêtre au-dessus de l'évier, les plans de travail que Sylvie avait choisis, la chaise où elle s'asseyait pour son café du matin avant ses gardes. J'avais passé 3 ans à garder cette maison parce que la quitter me donnait l'impression de l'abandonner elle. En restant assis là ce matin-là avec ses papiers sur la table, j'ai compris pour la première fois qu'elle n'était pas dans la maison. Elle était dans son carnet. Elle était dans les décisions que je prenais. Elle n'était pas dans les mètres carrés. Mon téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai répondu quand même. Monsieur Bernard, je m'appelle Maître Isabelle Morin. Je suis avocate. Un collègue m'a parlé de votre situation. Avez-vous déjà reçu l'assignation? Il y a environ 20 minutes. Êtes-vous seul en ce moment? J'ai regardé la cuisine vide. Oui. Seriez-vous prêt à me rencontrer cet après-midi? La consultation sera gratuite. J'ai dit oui avant même qu'elle n'ait fini sa phrase. Le cabinet de Maître Morin se trouvait en centre-ville, au 4e étage d'un vieil immeuble qui sentait la moquette ancienne et le café. Elle avait environ 50 ans, des lunettes sans monture, et dégageait ce calme propre aux gens qui ont vu des situations vraiment dramatiques, pas de l'indifférence, juste de la solidité. Elle a lu la plainte sans rien dire, prenant de petites notes dans les marges avec un stylo qu'elle s'amusait à cliquer machinalement. Quand elle a eu fini, elle a posé les documents et m'a regardé droit dans les yeux. C'est un cas d'école d'abus de faiblesse financier déguisé en litige contractuel. J'ai 67 ans, ai-je dit. Vous avez plus de 60 ans, vous êtes veuf. Des enfants adultes exercent des pressions financières sous la menace d'une action en justice. Cela entre dans le cadre de la protection des personnes vulnérables. Elle s'est penchée en avant. Racontez-moi tout. Commencez par le début. Alors je l'ai fait. L'annonce des fiançailles, les premières demandes d'argent, l'apport pour l'appartement, les dettes de carte bleue, l'échec de l'entreprise d'Élodie, les coûts du mariage s'accumulant sur 14 mois, le compte joint. L'appel téléphonique concernant le dîner de la veille et mon éviction de l'hôtel, la menace de Mathieu avant de raccrocher. Tout. Elle a écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai fini, elle n'a posé qu'une seule question. Avez-vous des preuves documentées? J'ai les relevés bancaires des 3 dernières années, les copies des chèques, chaque SMS où il me demandait de l'argent, chaque email où je confirmais un virement. Je garde des dossiers détaillés. J'ai été ingénieur pendant 35 ans. C'est dans ma nature. Elle a souri pour la première fois. Bien, parce que nous n'allons pas seulement nous défendre contre cette plainte. Nous allons faire en sorte qu'il regrette de l'avoir déposée. Elle a sorti un bloc-notes et a commencé à écrire. Voici ce que vous devez comprendre sur leur dossier. Une promesse verbale de faire un cadeau n'est pas un contrat juridiquement contraignant en droit français. Peu importe combien de fois vous avez dit que vous les aideriez ou que vous vouliez qu'ils prennent un bon départ. Sans un acte écrit spécifiant un montant et des conditions, il n'y a pas de contrat. Leur avocat le sait. Il compte sur le fait que vous allez accepter un arrangement à l'amiable parce que vous aimez votre fils et que vous ne voulez pas de l'embarras d'un conflit public.
Je ne passerai aucun accord. Je m'en rends compte. Elle a continué à écrire. Nous allons déposer des conclusions en réponse pour rejeter toutes leurs demandes. Ensuite, nous allons contre-attaquer en demandant que toute somme versée sous une attente implicite de remboursement futur soit requalifiée en prêt, et non en cadeau. Mathieu vous a-t-il déjà dit qu'il s'occuperait de vous quand leur situation s'améliorerait? C'est ce qu'on appelle une contrepartie. Cela rend potentiellement les 92 000 € récupérables. Mon esprit tournait à toute allure, essayant de faire un calcul qui semblait impossible. Est-ce vraiment réalisable? Si nous pouvons démontrer un schéma de promesses faites en échange d'un soutien financier, oui. Nous ne récupérons pas forcément tout. Mais la menace d'avoir à rembourser une somme à 6 chiffres a tendance à changer la donne pour les gens qui déposent une plainte en espérant de l'argent facile. Elle a levé les yeux de son bloc-notes. Je veux être honnête avec vous. Ça va être difficile avant que ça n'aille mieux. Mathieu risque de dire des choses dans ses dépositions qui vous feront mal à lire. L'avocat d'Élodie va essayer de vous faire passer pour un homme autoritaire, manipulateur, aigri à cause du mariage. Êtes-vous prêt pour cela? J'ai pensé au carnet de Sylvie qui m'attendait sur la table de la cuisine. J'ai pensé à la note qu'elle avait écrite il y a 4 ans après avoir rencontré Élodie pour la première fois. Lui ne l'a pas remarqué, mais moi si. Oui, ai-je dit. Je suis prêt. Au cours de la semaine suivante, Maître Morin et moi avons constitué le dossier. Chaque relevé bancaire, chaque confirmation de virement, chaque fil de discussion SMS, chaque email. Elle a tout organisé dans un classeur avec des intercalaires de couleurs et une fiche de synthèse au début. Elle appelait ça « la fondation ». Les chiffres mis bout à bout étaient difficiles à regarder. Pas parce qu'ils étaient compliqués, mais parce qu'ils étaient simples. 15 000 € pour l'apport en mars de la première année, 8 000 € pour éponger les dettes en janvier suivant, 12 000 € pour le business d'Élodie au printemps, 55 000 € pour le mariage sur 14 mois de versement, puis les petites sommes éparpillées pour boucher les trous. Tout cela totalisant 92 000 € sur exactement 3 ans. J'ai aussi appelé mon vieil ami Jean-Pierre. Jean-Pierre et moi nous connaissions depuis que nos fils jouaient ensemble au football au début des années 2000. C'était un menuisier à la retraite, un homme franc, du genre à se souvenir exactement des conversations telles qu'elles avaient eu lieu. Il était chez moi l'été précédent quand j'avais dit clairement à Mathieu que je l'aiderais à s'installer, mais que je ne pouvais plus m'engager sur des montants spécifiques à l'avenir. Il l'avait entendu. Il était prêt à en témoigner. Ce seul détail démantelait le cœur de leur action en justice. Il prétendait que j'avais fait une promesse verbale spécifique pour la lune de miel. Le témoignage de Jean-Pierre apportait une contradiction directe devant n'importe quel juge. 2 semaines avant la date de l'audience, Mathieu s'est présenté à ma porte. Il semblait plus mince que la dernière fois, les traits tirés. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit. Pas de la plainte. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je suis resté sur le seuil. Élodie et moi avons décidé qu'il valait mieux que tu ne viennes pas au mariage. J'ai regardé mon fils se tenir sur le perron de la maison où il avait grandi et j'ai laissé cette phrase faire son chemin. Tu es en train de me retirer l'invitation pour le mariage que j'ai payé? Ça va être gênant avec tout ce qui se passe. On ne veut pas de cette tension pour notre grand jour. Mathieu, ma voix était calme et posée. Je vous ai donné 92 000 €. Je ne suis jamais venu sans être invité. Je n'ai jamais fait de scène. Je n'ai jamais rien réclamé en retour, et tu es là à me dire que je ne peux pas venir à ton mariage. Quelque chose a bougé dans son regard, une lueur de ce qui aurait pu être de la reconnaissance, mais elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue et il a détourné les yeux. C'est comme ça que ça doit se passer, a-t-il dit. Il a fait demi-tour et est remonté dans sa voiture. Je l'ai regardé partir, puis je suis rentré et j'ai appelé Maître Morin. Ils m'ont désinvité du mariage. Un court silence. Je suis désolé, Lucien. Ne le soyez pas. Maintenant je sais exactement à qui j'ai affaire. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Des néons blafards, une moquette bleue usée, 2 tables d'avocats serrées l'une contre l'autre. Mathieu et Élodie étaient assis à gauche avec leur avocat, un jeune homme dans un costume cintré qui se comportait comme quelqu'un qui facture chaque mot prononcé. Maître Morin et moi étions à droite. Jean-Pierre était dans le public derrière nous. La juge, Madame Lefebvre, est entrée et tout le monde s'est levé. C'était une femme d'une 60aine d'années,
avec des lunettes de lecture sur une chaîne de perles, dégageant une présence mesurée qui laissait deviner qu'elle avait entendu toutes les histoires possibles et qu'elle n'était plus surprise par rien. Leur avocat a commencé. Il a exposé son argumentaire sur la « promesse unilatérale » avec assurance. Il a affirmé que j'avais fait des promesses répétées de financer le voyage de noces. Il a dit que Mathieu et Élodie s'étaient fiés à ses promesses de bonne foi, réservant vol et hébergement sur la base de ma parole. Il a conclu que j'avais ensuite, volontairement et sans avertissement, retiré mon soutien, les laissant dans une détresse financière à la veille de leur mariage. Il a présenté ses preuves, des SMS où j'avais écrit des choses comme « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de vous » ou « Je veux que ce soit tout ce dont vous rêviez ». Des emails où je disais « Je règle ça ». Un message vocal où je disais à Mathieu « Tu sais que je suis toujours là pour toi ». Pris ensemble et sortis de leur contexte, cela ressemblait effectivement à une série de promesses non tenues. Puis Élodie a pris la parole. Elle était très digne. Une robe bleu pâle, les cheveux attachés soigneusement, très peu de maquillage. Elle a parlé d'une voix posée, expliquant que l'aide de son beau-père avait toujours été sa façon de montrer son amour, que Mathieu et elle avaient planifié leur avenir sur mes assurances, et que mon revirement soudain les avait pris de court au pire moment possible. Nous avions déjà versé les acomptes pour les vols et l'hôtel, a-t-elle dit. Nous ne pouvions pas être remboursés. Nous n'avions aucun moyen de couvrir la différence parce que nous avions tout structuré autour de ce que Lucien nous avait dit qu'il fournirait. Elle m'a regardé à ce moment-là, avec une expression de tristesse feinte. Je ne comprends pas ce qui a changé. Je ne comprends pas comment on peut promettre une chose et la reprendre ensuite. La juge a pris des notes. Puis ce fut notre tour. Maître Morin s'est levé et a attendu que le silence se fasse. Madame le juge, les demandeurs voudraient vous faire croire que Lucien Bernard est un père qui a fait des promesses qu'il a refusé de tenir. La réalité des documents raconte une histoire bien différente. Elle a ouvert le classeur et a détaillé chaque ligne devant la juge. Les 15 000 € pour l'apport de l'appartement, les 8 000 € pour les cartes de crédit, les 12 000 € pour l'entreprise avortée d'Élodie, les 55 000 € pour le mariage payé en intégralité sur 14 mois. Et les multiples virements annexes totalisant 92 000 € sur exactement 3 ans. Ce n'est pas un homme qui manque de soutenir sa famille, a déclaré Maître Morin. C'est un homme sur lequel on a systématiquement tiré profit jusqu'à ce qu'il dise ça suffit. Puis Jean-Pierre a témoigné. Il a été direct et tranquille, comme le sont les hommes qui n'ont rien à cacher. Il a décrit la scène à ma table de cuisine l'été dernier quand j'avais dit à Mathieu que je l'aiderais, mais sans pouvoir m'engager sur des chiffres précis à l'avenir. Il se souvenait clairement de la conversation. Il n'y avait pas prêté attention à l'époque, c'était juste un père honnête avec son fils sur sa situation. L'avocat adverse l'a interrogé durement, mais Jean-Pierre n'a pas bronché. Enfin, j'ai témoigné. J'ai raconté à la juge l'appel téléphonique du soir où j'avais confirmé les 55 000 €, le moment où on m'a dit que je ne serais pas au dîner de la veille, le fait d'être remplacé à l'hôtel par un inconnu choisi par Élodie. La découverte des retraits sur mon compte joint sans aucune discussion préalable, l'appel de Mathieu disant « On va gérer à notre façon », avant de raccrocher, et enfin le moment devant ma porte 2 semaines avant le mariage où on m'a interdit de venir. Madame le juge, ai-je conclu, j'aurais tout donné à mon fils dans la limite de mes moyens. Je lui ai donné presque tout ce que j'avais de disponible en 3 ans, mais à l'instant même où j'ai arrêté, il a déposé une plainte contre moi. Je ne crois pas que ce soit un fils cherchant le soutien de son père. Je crois que c'est tout autre chose. La salle était silencieuse. La juge Lefebvre a retiré ses lunettes. Laissez-moi m'assurer que j'ai bien compris, a-t-elle dit en regardant l'avocat d'en face. Vos clients ont reçu 55 000 € pour un mariage, 15 000 € pour un apport immobilier, et une série de virements supplémentaires totalisant près de 100 000 € sur une période de 3 ans. Et ils sont aujourd'hui devant ce tribunal pour réclamer 25 000 € de plus parce que M. Bernard a décliné le financement de leur voyage de noces. Madame le juge, les engagements verbaux qui ont été pris. Des intentions exprimées de soutenir un membre de sa famille ne sont pas des contrats exécutoires, surtout quand, comme le conseil de M. Bernard l'a démontré. Il a déjà fourni un soutien dépassant largement toute attente raisonnable. Elle a regardé Mathieu et Élodie droit dans les yeux. Ce schéma se présente devant ce tribunal avec une certaine régularité. Des enfants adultes qui en viennent à considérer la générosité parentale comme indue et qui répondent à son arrêt par une procédure judiciaire. Mathieu fixait la table. Élodie restait parfaitement immobile.
ce tribunal rejette l'intégralité des demandes des plaignants. Les plaignants sont condamnés à payer les frais de justice de la partie adverse. En outre, je signale ce dossier au service de protection des majeurs pour examen en tant que cas potentiel d'abus de faiblesse financier. Le marteau est tombé. Je suis resté assis là un moment. Dans le couloir, Maître Morin m'a serré la main. « Vous avez réussi, Lucien. »« Nous avons réussi », ai-je répondu. À travers les portes vitrées, je voyais Mathieu et Élodie près de l'ascenseur, ils ne se parlaient pas. Leur avocat rangeait sa mallette avec les gestes secs de quelqu'un qui veut être ailleurs le plus vite possible. Élodie a dit quelque chose d'acerbe à voix basse. Mathieu regardait le sol. Je les ai observés un instant, puis j'ai marché dans l'autre direction, franchissant les portes principales pour sortir dans l'après-midi bordelais. L'air sentait la pluie récente et l'herbe coupée. Les gens passaient, un jeudi normal, ignorant totalement qu'une petite guerre douloureuse venait de s'achever dans ce bâtiment. J'ai acheté un café et je me suis assis sur un banc dans le parc d'en face. J'ai regardé un père pousser une poussette, deux hommes plus âgés manger des sandwichs en riant, une femme promener son chien. Je n'avais pas envie de célébrer, mais je ressentais quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Pas du bonheur, exactement, mais de la paix. Le genre de paix qui vient quand on a enfin fait ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps mais qu'on craignait trop de faire. Mon téléphone a vibré. Un message de Françoise, ma voisine de 3 maisons plus loin. Une infirmière retraitée qui m'avait apporté à manger chaque semaine pendant les 2 premiers mois après le départ de Sylvie. Jean-Pierre m'a raconté. Je voulais juste que tu saches que je suis fier de toi. Passe dîner cette semaine. J'ai répondu, avec grand plaisir. Dans les mois qui ont suivi, ma vie a changé de manière discrète mais réelle. J'ai vendu la maison. Il m'a fallu du temps pour décider, mais une fois la décision prise, je n'ai pas hésité. C'était une bonne maison et j'y avais été heureux, mais je la gardais comme un sanctuaire, et Sylvie n'aurait eu aucune patience pour ça. J'ai emménagé dans un appartement plus petit près des quais, avec vue sur la Garonne. 2 chambres, une cuisine moderne, un balcon où je m'installais chaque matin. Jean-Pierre et moi nous sommes inscrits à un cours d'ébénisterie au centre social le mercredi soir. 2 retraités fabriquant des meubles que personne n'avait demandé, débattant sur la meilleure façon d'assembler un angle, riant plus que nous ne l'avions fait depuis des années. Je n'étais pas particulièrement doué. Jean-Pierre était bien meilleur et ne manquait pas de me le faire remarquer. J'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque municipale le mardi après-midi pour faire la lecture aux enfants. Certains avaient 5 ou 6 ans, assis en cercle sur un tapis, totalement absorbés par l'histoire. C'est devenu les 2 meilleures heures de ma semaine. Je suis allé passer quelques jours à Biarritz à l'automne, j'ai marché le long de l'océan sans aucun programme. J'ai pris le train pour Lyon pour passer un long week-end avec un ancien camarade de fac que je n'avais pas vu depuis 15 ans. Nous avons bu un peu trop de vin et parlé de la vieillesse comme d'un truc absurde qui arrivait à quelqu'un d'autre. Je vivais pour moi-même, pas pour Mathieu, pas pour Élodie, pas pour les attentes des autres. C'était étrange au début, puis c'est devenu naturel. 3 mois après l'audience, mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. Le numéro de Mathieu. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Il pleurait. Je ne l'avais plus entendu pleurer depuis qu'il était adolescent et qu'il s'était cassé le bras en tombant d'un arbre dans le jardin. Elle est partie, papa. Sa voix tremblait. Elle est partie il y a 2 semaines, juste après que le jugement soit devenu définitif. Elle a fait ses valises et elle est partie. Je me suis assis dans le noir et j'ai écouté. J'ai essayé de trouver comment t'appeler pendant 2 semaines, a-t-il dit. Je ne savais pas comment faire. Un long silence. Je ne savais pas ce qu'elle faisait, ou peut-être que je le savais et que je refusais de le voir. Je me répétais que tout allait bien, que tu avais assez d'argent, que ce n'était pas grave. Je l'ai laissé me convaincre de ça. Sa voix s'est brisée. Je suis désolé, papa. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose maintenant, mais je suis désolé. Je suis resté silencieux un instant. Ça veut dire quelque chose, ai-je répondu. Nous avons discuté jusqu'à presque 4 heures du matin. De Sylvie, de son enfance, de cet arbre dans le jardin, de ce qu'il voulait vraiment faire de sa vie maintenant qu'il devait le découvrir par lui-même. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Avant de raccrocher, j'ai dit, passe samedi. Jean-Pierre et moi on travaille sur une étagère.
Tu pourras nous aider. Il est venu. Il n'était pas doué du tout. On s'est moqué de lui, il a ri de lui-même, et c'était bien comme ça. Ce soir-là, je me tenais sur le balcon de l'appartement avec une tasse de café, regardant le soleil se coucher sur le fleuve. Le ciel est devenu orange, puis rose, puis d'un bleu profond que Sylvie aurait adoré peindre.